Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Voici le sommaire que je vous propose aujourd'hui. L'invité de Smart Impact, c'est Caroline Sauvegrain, la directrice générale de Théodo. On va découvrir avec elle le code vert ou comment le codage informatique peut améliorer notre bilan carbone. Faire émerger une filière des circuits courts alimentaires autour des grandes villes, ce sera le thème de notre débat. Tout à l'heure, on verra notamment comment Monoprix a donné la main aux directeurs de magasins pour dénicher des partenaires locaux. Et puis dans Smart Ideas, une étudiante qui crée son entreprise pour trouver la solution à une maladie de la peau qui concerne une femme sur 4 entre 15 et 35 ans. Codage, alimentation, santé, 3 univers, 30 minutes pour y découvrir des initiatives RSE. Voilà. C'est Smart Impact. Bonjour Caroline Sauvegrain, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Vous êtes la directrice générale de Théodo, agence de conseil et de réalisation dans l'univers numérique, dans le digital, créée en 2009. Si vous deviez présenter Théodo à un futur client, vous diriez quoi? C'est quoi votre valeur ajoutée? En fait, nous avons une manière de faire unique sur le développement de logiciels sur mesure, comme vous l'avez dit. Une manière de faire qui nous permet de développer beaucoup plus vite que le marché et de manière écologique. Qui sont vos clients? Alors, nous travaillons avec deux grands types de clients. Des grands groupes qui souhaitent accélérer leur transformation digitale et vous connaissez toutes les boîtes du CAC 40, donc BNP comme des banques ou alors LVMH dans le luxe. Et puis aussi des scale-up, des start-up, des pure players qui se lancent dans le digital et qui ont besoin de nous pour les aider à accélérer. Là, par exemple, on peut parler de Evaneos, on peut parler de Smallable dans le e-commerce, on peut parler de Mano, des boîtes qui démarrent. D'accord. Et alors, si on prend l'exemple Mano, qu'est-ce que vous avez fait? Ça change quoi finalement dans le développement et dans l'impact carbone de Mano, votre présence? Ce qu'ils vont faire avec nous, c'est qu'ils vont construire leur site e-commerce. Donc Mano distribue des outils de bricolage pour le grand public. Ils ne vont pas directement nous demander de coder de manière plus écologique, mais nous, quand on va développer telle ou telle brique du logiciel, on va penser notamment à faire du code qui est ce qu'on appelle performant. D'accord. Du code performant, c'est du code qui se télécharge très vite et qui permet sur votre téléphone portable, qui peut-être commence à dater un peu, de quand même fonctionner. Du coup, comme le code est performant, vous n'avez pas besoin d'acheter le dernier téléphone, qui lui est plus puissant, et vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone et donc le jeter moins vite et donc comme ça participer à une moindre consommation énergétique dans le domaine du numérique. Ouais, c'est très intéressant, il y a un effet boule de neige en quelque sorte. Je vous donne un chiffre qui est sur The Shift Project. L'empreinte carbone du numérique devrait atteindre 7,5% des émissions mondiales dès 2025 si le secteur suit la tendance actuelle. Coder vert, Caroline Sauvegrain, ça veut dire quoi concrètement? Alors, il y a deux domaines où on peut coder vert. Ouais. Le premier domaine, c'est faire attention à coder du code qui consomme moins d'énergie sur les serveurs. En fait, derrière nos téléphones, derrière le monde virtuel du numérique, il y a des vraies choses physiques qui consomment de l'énergie. Ce qu'on appelle les data centers, ce qu'on appelle les serveurs. Ces endroits-là, il y a des machines qui consomment de l'électricité. Il y a aussi des ventilateurs qui tournent pour refroidir ces machines. Donc tout notre enjeu, c'est de coder des logiciels qui sollicitent le moins possible l'énergie de ces serveurs et qui du coup consomment moins d'électricité. Et ce sont les logiciels qu'on va retrouver derrière tous les usages de notre vie quotidienne. Hein, à chaque fois qu'on utilise un service numérique, derrière, il y a quelque part un endroit, un hangar, où il y a une machine qui tourne pour que sur notre téléphone, ça s'affiche bien. D'accord. Donc ça, c'est le premier domaine. Et ensuite, le deuxième domaine, c'est quand on fait un produit informatique, il faut réfléchir à coder le moins possible de choses dessus pour être sûr que ce qu'on code sert vraiment à l'utilisateur final. On connaît tous des applications où il y a plein de choses à faire, plein d'options, etc. Alors qu'en fait, l'utilisateur ne se sert que de peut-être une ou deux fonctionnalités. Donc l'idée, c'est de tailler dans le gras des fonctionnalités de ce qui est proposé pour que le code soit plus petit et consomme moins d'énergie. Oui, mais ça a un effet sur la promesse du client, en quelque sorte. Il faut qu'il accepte de lui aussi mettre de la sobriété dans son appli et dans ce qu'il propose à ses propres clients. Mais dans ces cas-là, on ne va pas faire porter le coût de la sobriété dans le produit à l'utilisateur. On va faire de la conception avec lui, on va comprendre
ce qu'il veut exactement et faire juste ce qu'il faut pour le servir. Donc, on ne fait jamais de la sobriété numérique aux dépens du service et de la satisfaction du client. Les développeurs, est-ce qu'ils sont formés à écrire du code vert ou est-ce que finalement, une partie de la première génération de développeurs, il n'y avait pas cette préoccupation et donc il faut apprendre à le faire? Est-ce que ça suppose une mutation aussi de ceux qui codent? Oui. Tout à fait. C'est un vrai sujet de formation. C'est un sujet qui émerge depuis quelques années, mais qui est relativement nouveau. Et donc, il faut se former, bien sûr. Et même en tant que développeur, on doit apprendre à coder de manière verte. Concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est apprendre à coder de manière performante. Donc, que le code qu'on écrit se lit facilement pour une machine. Et ça, c'est des vraies compétences. Ouais. Et chez Théodo, il y a un groupe de personnes qui transmettent cette connaissance-là au reste de la boîte pour que l'ensemble de la boîte produise de manière plus performante et donc plus écologique. Mais est-ce que dans les lieux où on apprend le codage aujourd'hui, dans les écoles qui forment, est-ce qu'on intègre déjà cette dimension du code vert? Pas encore. Ça, c'est dommage, quoi. C'est un gros chantier. Ouais. On intervient aussi, nous, dans les écoles d'ingénieurs, où on apprend l'informatique et on donne goût aux étudiants pour leur proposer de se lancer dans cette carrière. Et quand on le fait, on commence à en parler. Mais ce n'est pas du tout encore quelque chose de mainstream où, by design, dans les écoles, on parle de ça. Est-ce qu'on peut dire, Caroline Sauvegrain, que dans l'immense majorité des codes qui sont derrière nos usages quotidiens aujourd'hui, il y a très peu de code vert? C'est quoi là? J'imagine que vous n'avez pas la réponse en pourcentage, mais on est sur quelle tendance, quel ratio d'après vous? Je pense que c'est une part très très faible du code aujourd'hui qui est écrit de manière verte. Il y a deux choses à ça. Déjà, il y a un legacy qui existe. Il y a des milliards de lignes de code qui ont déjà été écrites les 10 dernières années, qu'il faudrait transformer, réécrire. C'est compliqué ça d'ailleurs, de transformer entre guillemets un vieux code ou un code polluant en code vert? Bien sûr. Ouais. Ça prend du temps. Il faut déjà le relire et bien le comprendre, le modifier sans risquer de le casser. Ouais. Et en plus de ça, généralement, il y a des problématiques de langage. C'est qu'il y a 10 ans, les langages qui étaient utilisés ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Donc, comment réécrire dans un langage qu'on ne maîtrise pas ou qui a disparu pour faire que ces applications soient plus green, c'est un vrai sujet. Parfois, on peut décider de tout jeter, de recommencer à côté pour que ce soit, by design, plus performant. Donc, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail. Le premier chantier qu'il faut qu'on réussisse à faire dans la communauté tech, c'est de décrire de manière claire qu'est-ce que coder de manière verte. Là, on a quelques pistes du code performant, du code qui permet de s'exécuter sur des machines un peu plus âgées, mais il reste un travail de définition à faire plus clair encore pour que tous les développeurs ensuite sachent dans quelle direction aller. Ça, oui, il faut se mettre d'accord en fait sur les règles communes. Il y a quelques jours, c'était le 28 septembre à la Cité universitaire de Paris, il y avait les Serverless Days. Donc c'est quoi? C'est un moyen de faire passer cette bonne parole, ces idées en quelque sorte? Oui, alors le serverless, c'est une des techniques pour faire du code qui consomme moins. Le serverless, littéralement, ça veut dire sans serveur. Ouais. Donc, on en parlait tout à l'heure. La consommation électrique des serveurs, c'est une grosse partie de la consommation du numérique dans l'impact écologique. Donc, aujourd'hui, il existe des technologies où les applications peuvent tourner sans consommer un serveur à elles, mais mutualiser des serveurs qui existent déjà. Donc ça, c'est très malin. Et le serverless, c'est une technologie qui permet de faire ça. Donc nous, on a organisé cet événement en collaboration avec d'autres boîtes de la tech. Par exemple, Unify, qui a Marmiton, qui a Doctissimo, qui ont aussi des gros sites de trafic où il y a du public, pour sensibiliser à cette technologie. Donc ça, le serverless, c'est une technologie pleine d'avenir pour nous aider à réduire la consommation des serveurs. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Caroline Sauvegrain d'être venue présenter Théodo et donc cette mutation qui va demander du temps, on l'a bien compris, vers un codage de plus en plus vert. Notre débat RSE tout de suite, il est consacré au circuit court dans l'alimentation. Comment développer les circuits courts dans l'alimentation urbaine? Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Diane Collige, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale exécutive du groupe Monoprix. À vos côtés, Guillaume Fourdinier. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes cofondateur et président d'AgriCool. Peut-être le constat pour commencer, les Français qui demandent du local, et puisqu'on parle d'alimentation du circuit court, étude IRI de juin dernier, les ventes de produits locaux ont augmenté de 6% entre juin 2020
et mai 2021. Est-ce qu'on peut parler de patriotisme agricole, Diane Collich? Oui, je pense qu'il y a une vraie évolution et d'ailleurs, la crise sanitaire qu'on a vécue a vu une accélération d'une envie de consommer local. C'est-à-dire, quand vous regardez les études, la première motivation pour aller consommer local, c'est l'environnement, bien sûr, mais la première qui arrive en premier, c'est défendre mon agriculture locale, mes industries locales. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. Alors, c'est pas forcément récent, mais c'est croissant, vous diriez ça? Absolument. Et d'ailleurs, vous citiez un chiffre, je vais vous en donner un autre. C'est près de 90% des Français qui disent que c'est important de consommer local. Et donc là, quand même, c'est une forte accélération. Il y en a plus d'un tiers d'entre eux qui disent moi, je veux acheter davantage local. Ouais. On en parlait hier dans cette émission, Guillaume Fourdinier. Est-ce que le local est en train de prendre le pas sur le bio dans les préférences des consommateurs français? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est devenu en effet un des critères majeurs de consommation. Je ne sais pas si ça prend la place. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. Par contre, le bio, complémentaire, d'ailleurs. Tout à fait complémentaire, mais le bio en fait a eu une très très forte croissance depuis. Je ne sais pas exactement combien d'années, mais depuis une bonne dizaine d'années au moins. Et le local, en fait, aujourd'hui, est encore minuscule. Ça représente à peu près 2% de la consommation alimentaire. Et pourtant, justement, il y a en effet presque 90% des gens qui veulent manger plus de local. Donc, il y a quel contraste, un gros écart. C'est 2% de la consommation alimentaire aujourd'hui. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce vrai besoin des consommateurs qui font fortement ressentir dans les sondages. C'est quelque chose qu'on voit aussi. On a créé une association qui s'appelle le Conseil national pour la résilience alimentaire, qui rassemble à peu près 60 acteurs locaux. Et on partage complètement ce point qui est qu'à la fois, il y a une vraie volonté de local, que tout le monde est assailli de demandes, mais qu'en même temps, ça représente aujourd'hui très très peu encore dans la consommation. 2%, je retiens ce chiffre. Un circuit court dans l'alimentaire, c'est quoi? C'est combien de kilomètres? Est-ce que c'est défini, ça, d'ailleurs? C'est une bonne question. Non, ce n'est pas défini. Nous, chez Monoprix, nous avons décidé que ce qu'on appelait un produit local, c'est un produit qui est produit à moins de 100 km du magasin. Et d'ailleurs, on a même mis des petites ardoises dans nos magasins sur les produits locaux, où on a demandé aux magasins d'aller mettre le nombre de kilomètres entre le producteur et le magasin, parce que ça permet aussi aux consommateurs de se rendre compte concrètement de sa consommation. Et aussi, vous avez du local, mais vous avez de l'hyper local. On a des plantes aromatiques qui vont pousser au-dessus du toit de certains de nos magasins. Donc effectivement. Oui, j'ai vu qu'il y avait un exemple à Paris, c'est à Beaugrenelle, c'est ça? Absolument, sur les toits de Beaugrenelle. Et on a une ferme urbaine qui effectivement produit des herbes aromatiques pour le magasin qui est situé juste en dessous. C'est vraiment le circuit ultra court. Guillaume Fourdinier, le défi d'Agricole, c'est de proposer des fruits, des légumes, des herbes aromatiques, là aussi, produites près des grandes villes. C'est ce que vous essayez de développer? Oui, tout à fait. En fait, Agricool, c'est une boîte qu'on a créée en 2015. Et ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des containers en paradis pour faire pousser des fruits et légumes. Et on les positionne juste autour de la ville pour justement être capable de recréer du local dans les villes, là où justement c'est très peu présent. Donc on produit sans pesticides et on arrive du coup à livrer les magasins 1 à 2 jours après la récolte, contre parfois 5-7 jours. Donc on essaye vraiment de recréer de la fraîcheur sans pesticides directement en ville. On voit quelques images pendant que vous nous parlez. Donc c'est vraiment les containers qu'on peut voir sur les bateaux qui traversent les océans, c'est ça, hein, et vous en faites des fermes, des mini-fermes. Mais c'est quel principe? C'est l'agriponie, c'est ça? L'aéroponie. Je me rendais compte en disant le mot que je n'avais pas exactement le mot. C'est quoi le principe, le système? En fait, le principe, c'est de produire beaucoup plus avec beaucoup moins, en fait, tout simplement. Donc ce qu'on fait à l'intérieur du container, c'est qu'on recrée toutes les conditions idéales pour que ça pousse. Donc il y a un circuit fermé avec l'eau et les nutriments. On utilise à peu près 95% moins d'eau qu'une agriculture conventionnelle. On utilise des LED qui reproduisent la lumière, donc avec des énergies renouvelables pour fournir l'électricité, uniquement ce dont la plante a besoin. On a des insectes pour recréer un écosystème à l'intérieur du container, etc. Résultat, on arrive à produire à peu près 100 fois plus qu'un champ, 10 fois plus qu'une serre, en utilisant 0 pesticides, directement à proximité de la ville, pour qu'enfin il puisse y avoir du local de plus en plus accessible
même dans les grandes villes. Donc quand on parle de la ferme urbaine que vous avez créée à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, c'est ça, c'est des... en fait, c'est des containers quoi, qui sont posés les uns à côté des autres. Quoi. Exactement. Parce que moi, je dis ferme urbaine, il y a une image qui arrive dans ma tête, c'est pas exactement l'image de container, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais en fait, il faut vraiment tout type d'agriculture, et déjà de manière générale, complémentaire, et tout type d'agriculture urbaine aussi. Il faut de l'agriculture pour aller se balader avec les enfants en ville, sur les toits, et montrer comment ça pousse, etc. Il faut aussi de l'agriculture pour justement avoir la possibilité de manger local en quantité finalement. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on est à peu près dans une centaine de points de distribution Monoprix, et puis aussi des Carrefour ou la grande épicerie, par exemple, où on peut vraiment nous retrouver au quotidien dans le circuit de consommation. Et ça, c'est ça qui est vraiment important, que le local passe finalement de la niche qui est aujourd'hui à peut-être la norme demain. Diane Collige, c'est un partenariat qui date de 2018. 2018, d'accord, avec Agricool. Ça représente quoi aujourd'hui? Quel type de produits on retrouve dans les rayons Monoprix? Alors historiquement, et c'est comme ça que tu as commencé Guillaume, c'était des fraises. Et puis vous avez élargi votre production. Aujourd'hui, on trouve des salades, des herbes aromatiques. Et ce qui est intéressant dans l'histoire entre Agricool et Monoprix, c'est qu'en fait, et c'est tout le sujet d'arriver à augmenter cette part de marché du local, c'est comment aussi on arrive en tant que distributeur à accompagner ces producteurs. Et dans le cas d'Agricool, on a commencé avec 2 magasins en 2018, avec un vrai travail d'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est plus de 85 magasins qui sont livrés par les produits d'Agricool. Donc c'est un partenariat qui est appelé à grandir encore, c'est possible parce que ça peut se dupliquer. Moi, j'imagine que voilà, on pose d'autres conteneurs. Évidemment, je dis ça a l'air super facile, mais il y a un peu de boulot. Oui, bon, je suis pas sûr d'avoir la main verte, mais bon, c'est appelé à grandir ce partenariat. Vous pouvez aller encore plus loin. L'idée, c'est bien d'accompagner le développement de l'entreprise. Donc là, c'est sur la région parisienne, et le passage à l'échelle, il s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, la livraison directe quand c'était 2, 3, 10, 15 magasins. Maintenant, vous avez accès à notre entrepôt d'Île-de-France, et puis on pourrait imaginer de se développer ensemble dans une autre région, à Marseille, à Lyon. Évidemment, en produisant à Lyon ou à Marseille, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'être capable de continuer à avoir ce qu'on pourrait appeler du multilocal, c'est-à-dire que être local un peu partout. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est extrêmement précieux d'avoir des partenaires avec lesquels on puisse à la fois démarrer, apprendre, parce qu'on a dû vraiment apprendre évidemment, qu'est-ce que c'est que l'agriculture locale, qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine, comment ça se vend, c'est très compliqué. Donc évidemment, on a beaucoup travaillé avec Monoprix, et merci à Monoprix pour ça. Et puis ensuite, maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire passer le local à l'échelle, parce que c'est vrai que le local est souvent vu comme petit, et c'est très important que quand on est petit, on puisse accéder au magasin. C'est aussi important qu'on puisse finalement grandir localement. Vous pouvez produire tout type de fruits et légumes avec ces techniques-là et dans ces containers, ces fermes urbaines. Techniquement, tout est possible, oui. Parce que finalement, produire, ça reste de la science. On va apporter l'ensemble des éléments dont la plante a besoin. Par contre, c'est pas forcément ça qui fait le plus sens. Ce qui est très important, c'est de garder en tête que l'agriculture doit avoir des modèles complémentaires de production qui se complètent les uns les autres. Donc il y a des cultures qui seront plus intelligentes en container, il y a des cultures qui seront plus intelligentes dans des serres, d'autres qui seront plus intelligentes dans des champs. Il faut que l'ensemble se complète bien pour que ça fasse un modèle le plus résilient possible. Et alors vous parliez des fraises, ça veut dire que vous pouvez produire des fraises toute l'année ? Alors techniquement, encore une fois, oui, tout à fait. Alors ça, moi, ça me titille parce que c'est un peu contradictoire avec une pédagogie auprès des consommateurs qui consiste à dire on ne peut pas manger des tomates, des fraises toute l'année, il y a des fleurs de saison, il faut arrêter d'offrir des roses à la Saint-Valentin. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, c'est vrai. Nous, on sait vraiment ce qu'on explique aussi. Et d'ailleurs, on est les premiers à ne pas consommer des produits qui ne sont pas de saison et qui viennent de loin. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvé en octobre à se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête le container ou pas ? On voyait qu'on produisait évidemment exactement la même chose, de la même manière que la semaine d'avant. En revanche, on voyait des fraises arriver de partout dans le monde dans des conditions qui n'étaient pas forcément top. Donc on a décidé plutôt de prendre le pari de l'explication et d'expliquer aux consommateurs qui sont aujourd'hui prêts largement à entendre ce genre d'arguments
où c'est produit, comment c'est produit, et qu'il ne faut pas pour autant prendre cette conclusion-là et finalement acheter que des produits hors saison. Le sujet de la saisonnalité est évidemment important. L'enjeu, évidemment, c'est l'empreinte écologique des produits. Typiquement, nous, dans notre enseigne, on a effectivement décidé d'arrêter de vendre des fraises sur les mois d'hiver, entre fin novembre et début février, qui est le début de la saison des fraises en France. Donc je pense que c'est effectivement important d'éduquer aussi les consommateurs sur les fruits de saison. Et c'est pour ça aussi que le local, il va dépendre en fait du moment où on est dans l'année et du lieu où on se trouve. On ne va pas avoir les mêmes produits locaux à Marseille au mois d'août et à Saint-Germain-en-Laye au mois de février. Et d'ailleurs, il y a cette dimension que je trouve vraiment très intéressante dans la stratégie de Monoprix sur ces circuits courts, c'est de donner la main au directeur de magasin d'une certaine façon. Expliquez-nous ça. Absolument. Pour développer le local, pour moi, il y a 3 conditions. Il y a d'abord simplifier les choses pour les producteurs, parce que dans la grande distribution, on a des procédures de référencement qui sont complexes. Pour vous donner un exemple, quand on a commencé à travailler le sujet, on a divisé par 4 la taille du contrat de référencement pour justement permettre un accès facile à nos rayons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, quand on a un producteur qui livre pour 1, 2, 3 magasins, c'est pas quelque chose qui peut être géré en centrale. Et donc, la deuxième condition, ça a été de décentraliser la démarche. Et donc, chacun des directeurs de magasins a la main dans les 250 villes en France où nous sommes présents, pour aller effectivement chercher un producteur de pommes, pour aller de biscuits, de fromage, et aller le référencer dans ses rayons, sans qu'en centrale, on ait quoi que ce soit à dire. Mais ça veut dire que les partenaires, les agriculteurs qui travaillent avec vous, dans ces cas-là, ils passaient sous les radars, ils étaient quoi dans le circuit traditionnel, ça part à Rungis, ça fait le... Absolument. Moi, pour tout vous dire, ça m'est arrivé d'aller sur des marchés locaux et d'essayer d'aller trouver des producteurs pour le magasin, en l'occurrence à Toulon. Et très souvent, ils me disaient, mais non, mais nous, on n'a pas assez de production, on ne sait pas faire. Et donc, il faut effectivement les accompagner pour rendre possible leur présence sur des rayons. Donc, il y a une vraie action de la part du distributeur. On aime bien dire qu'on est sélectionneur chez Monoprix, et donc on est ce lien entre le producteur et le consommateur final. Et ce rôle, il est très important. Et on parlait de l'information du consommateur, qui est évidemment très importante. L'attachement régional, vous le caractérisez, vous l'identifiez dans les rayons aussi ? Absolument. Et ça, c'est un deuxième aspect. Quand on dit chez Monoprix qu'on développe le local, il y a le circuit court dont on parlait en introduction, donc les moins de 100 km, mais il y a aussi le développement des produits régionaux, des savoir-faire régionaux. Effectivement, on a la chance d'être présent dans tous les centres-villes, et donc on peut porter ce message-là. Et d'ailleurs, on l'a extériorisé dans notre signalétique, dans nos affichages, puisqu'on a créé, on a reproduit les blasons régionaux au sein de notre logo. Vous savez, la virgule qui est assez connue. Et donc, vous trouverez dans les magasins du nord de la France le lion de Flandre dans la virgule de Monoprix, en Corse, le mort dans la virgule. Et c'est aussi on voit qu'il y a un attachement fort des clients, parce qu'on a fait des études clients sur ce patrimoine régional. Je retiens ce chiffre que vous donniez, 2% seulement de notre alimentation provient des circuits courts. La tendance, c'est quoi, d'après vous? On va terminer là-dessus, Guillaume. C'est de voir ce chiffre doubler dans les 5 ans, en fait, c'est une tendance très forte? Ce chiffre peut vraiment grossir. Alors, je pense qu'on pourrait avoir 10% de local qui soit disponible en grande distribution, mais ce qu'il faut pour ça, c'est vraiment qu'on soit capable de mettre la place dans les rayons pour le local, parce que c'est vrai que de base, on a quand même tendance à avoir. Donc on a des nouvelles initiatives, mais de manière générale, on met le local un peu là où il y a de la place. Donc il serait vraiment important de définir une place dans les rayons, dans le merchandising, disponible pour le local uniquement, et puis selon les régions ensuite, être capable d'adapter pour prendre les producteurs locaux à ces endroits-là. Mais voilà, je pense que vraiment intégrer le local dans les circuits classiques permettrait de faire passer à l'échelle. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était passionnant de développer cette thématique des circuits courts dans l'alimentation. On passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
Smart Ideas avec Victoire Duhamel, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes cofondatrice avec Thibaut de Fonréau de Thank You Lab. C'est une histoire assez étonnante que vous allez nous raconter. Ça commence par une maladie de peau dont vous souffrez d'ailleurs tous les deux, la kératose pilaire. C'est quoi cette maladie? Exactement. Alors la kératose pilaire, c'est une maladie de peau génétique qui touche en fait 40% des moins de 35 ans. Je me suis rendu compte que j'en étais atteinte. Enfin, j'ai mis le nom scientifique réellement quand j'avais 19-20 ans. Ouais. Je suis allée voir des dermatologues et des pharmaciens et on me donnait toujours la même réponse. Mademoiselle, c'est votre grain de peau, il va falloir vous y faire. Okay. Et en fait, je ne me suis pas satisfaite de cette réponse. Quand j'avais 12-13 ans, je refusais d'aller à la piscine avec mes amis parce que j'étais trop complexée par ce problème de peau. C'est quoi? C'est des petits boutons? En fait, c'est des petits boutons rouges, Ouais. secs et rugueux, au niveau des bras, des fesses, des cuisses. Et il y a même des gens qui en ont sur le visage. Donc ça peut être extrêmement complexant. Alors on parle d'une maladie, mais c'est une maladie bénigne, Oui. donc qui n'est pas dangereuse pour la santé, mais c'est vrai que le préjudice est esthétique. 40% des moins de 35 ans. Je disais en titre des jeunes femmes, ça touche aussi les hommes. les hein. hommes. D'accord. Alors, En moindre proportion? En 60-40. D'accord, ok. Donc il y a vraiment un phénomène, hein. Il y a un il y a sujet. une maladie, il y a un sujet, et il n'y a pas de traitement. Vous décidez d'en inventer un, quoi. Je ne peux pas dire autre chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand on me dit, mademoiselle, il n'existe pas de solution. Au début, quand j'ai 15 ans, ça consiste à mettre du fond de teint sur mes jambes. Et plus tard, vers 19-20 ans, je me dis, s'il n'y a pas de solution, je vais en faire une. Et c'est à ce moment-là que Thibaut rentre en jeu Oui. et que je lui propose de faire ça avec moi parce qu'il est complexé par le même problème. Et on commence par faire plein de recherches sur Internet, sur Google, on se renseigne. On commande, Le petit chimiste illustré. c'est exactement ça. On s'improvise chimiste. Oui. Et je nous revois dans sa cuisine à tout désinfecter avec de l'alcool à 90%, les lunettes de chimiste, les blouses, les blushers, les pipettes. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que la formulation, c'était un métier. Et on a commencé à benchmarker un petit peu les laboratoires autour de nous. Moi, j'aimais déjà beaucoup la cosmétique, donc c'était un sujet que je connaissais. Et il y avait ce petit laboratoire en Suisse que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Naturalps. Et petit coup de culot, je contacte le fondateur sur LinkedIn. Je lui envoie un message en lui disant, voilà, moi j'ai ce problème-là, j'ai envie de trouver une solution. 2 semaines après, il montait à Paris, on se rencontrait et on en a parlé pendant 4 heures. Et j'ai été très surprise de la crédibilité qu'il m'a donnée, alors qu'à ce moment-là, j'ai à peine 20 ans. Et vous êtes étudiante, c'est ça? Vous êtes étudiants tous les deux quand vous lancez l'aventure? En Master 1 Oui. de droit à Assas. Et commence la grande aventure des 2 ans de recherche. 2 ans de recherche et développement pour trouver la bonne formule. Mais qui vous a financé? Comment vous avez pu faire démarrer l'aventure en quelque sorte? Alors, le laboratoire a été vraiment très gentil. Il nous a fait un prix d'amis pour la recherche. D'accord. Et on s'est auto-financé avec nos petites économies. Ok. On a fait moitié-moitié avec Thibaut. Alors, D'accord. c'était un peu des jobs étudiants, par-ci par-là. Et on a demandé un petit peu d'aide à nos parents aussi. Ouais. Et mis bout à bout, on arrive là, 3 ans plus tard, avec un bel investissement qu'on espère récupérer lors de notre campagne de crowdfunding. Alors oui, vous lancez une campagne de financement participatif. Pourquoi? Pour lancer pour de bon le produit, c'est ça? Pour l'industrialiser, Pour produire, quoi. en fait, Ouais. exactement, pour produire. Maintenant qu'on a identifié le problème, qu'on a trouvé la solution, il est effectivement temps de produire. Et pour produire, on a besoin de financement. D'accord. Donc sur quelle campagne? Ulule. Ulule, donc on peut participer à la campagne de financement. L'objectif, c'est quoi? C'est évidemment de financer, mais c'est peut-être aussi de créer une communauté. On sait que c'est important, notamment pour les marques de cosmétiques. Absolument. La grosse partie du job, c'est surtout de lever le tabou sur ce problème de peau, parce que c'est pas un hasard que personne ne soit capable de l'identifier aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, il est tellement complexant que quand on est complexé par un truc, finalement, on finit par l'endormir et par arrêter de s'en parler même à soi-même. Et aujourd'hui, la mission principale de Thank You Lab, c'est de dire que ce problème existe et d'y apporter une solution et qu'on lève en fait les tabous sur les complexes de peau. Ouais. Et ça va s'appeler Skin Restore, c'est ça? Skin Restore. Skin Restore, avec C'est le ça, bon on va accent, essayer c'est le nom du produit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Victoire Duhamel. Bon vent à Skin Restore. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'accompagnent tout au long de la semaine. Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, avec Louison Guégadin aujourd'hui, Vive la Bretagne. Hector Humblot à la réalisation, Mamou Saïd au son. Salut à tous. À très bientôt sur Bismart.